La définition que nous donnons d'un matériau pour l'optique est un matériau qui présente des propriétés optiques intéressantes pour les industriels de façon générale. Donc ce n'est pas le matériau en soi qui nous intéresse, c'est le matériau plus sa propriété optique. Donc sa capacité à absorber, sa capacité à diffuser, sa capacité à changer de couleur ou à émettre une lumière dans certaines conditions. On a commencé de travailler sur les matériaux pour l'optique, voilà une quinzaine d'années maintenant. C'était dans le cadre de collaboration avec Rhodia, qui est un groupe industriel important en France. Et à l'époque, c'était Raymond Breck qui était directeur du groupe. Et on nous avait demandé de travailler sur de nouveaux pigments. Alors pourquoi des nouveaux pigments? Essentiellement parce que les nouvelles normes européennes interdisaient tous les matériaux à base d'éléments lourds, plomb, mercure ou chrome 6, tous les éléments toxiques. Et on était à la recherche de pigments rouges et de pigments jaunes qui puissent remplacer les sulfosélénures de cadmium. Donc on a travaillé dans ce cadre-là pendant 6 ou 7 ans. Ça a donné l'occasion de faire 2 thèses. Puis on est passé par la suite aux absorbeurs UV. Alors pourquoi les absorbeurs UV? Parce que c'est une demande encore de l'industriel, une demande qui est très importante, notamment pour la protection des plastiques et des bois. À l'heure actuelle, les absorbeurs UV que l'on utilise, ce n'est rien d'autre que des pigments blancs, ce qui occasionne la coloration blanche sur la peau lorsque sur la plage vous badigeonnez d'une pommade pour la protection contre le soleil. Et ce que l'on veut à tout prix, c'est avoir une protection transparente, donc qui n'induise pas de coloration parasite des surfaces à protéger, notamment pour le bois, pour garder l'aspect naturel du bois par exemple. On a travaillé ensuite sur les matériaux X-Chrome, c'est-à-dire des matériaux qui peuvent changer de couleur sous l'effet d'un stimuli extérieur, température, pression, lumière et ainsi de suite. Nous avons un échantillon de nos matériaux hybrides, donc vous pouvez voir ce sont des matériaux qui sont initialement blancs. Nous allons les mettre sous un rayonnement UV pendant quelques minutes et nous allons observer un changement de couleur progressif et de plus en plus soutenu au niveau, donc à la surface du matériau. Nous avons irradié le matériau pendant 5 minutes et eh bien, on peut voir que maintenant le matériau présente une coloration pourpre assez soutenue après irradiation. On peut penser à des applications en cosmétique dans le domaine, donc l'industrie de la cosmétique est toujours à la recherche de produits pouvant produire des effets visuels assez intéressants, et les matériaux photochromes sont quelque chose qui peut être très intéressant pour eux. On peut penser à aussi dans ce domaine-là tout ce qui est impression sur tissu ou tout. Finalement, ce qui intéresse, l'effet de l'apparition de la couleur sous un rayonnement UV est quelque chose qui peut être intéressant, d'avoir un t-shirt qui changerait, dont les motifs changeraient de couleur sous les UV, ou des choses comme ça. Dans le domaine de la publicité, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. Donc, je pars d'un matériau rouge que je vais mettre sur un beau chauffant. Je vais laisser l'échantillon s'homogénéiser, qui va passer du marron rouge au jaune vert à la température, aux alentours de 100 degrés C, en sachant que la température peut être modulée entre l'ambiante et 100 degrés C en fonction de sa composition. Je récupère la poudre sur un papier à peser. Et maintenant qu'elle est à température ambiante, au simple toucher du doigt, je vais revenir sur un matériau rouge. Donc, de façon générale, la façon de procéder pour choisir un matériau est de bien connaître les prérequis de l'industriel. C'est-à-dire on doit connaître quelles sont les propriétés que souhaite notre collègue industriel. Une fois qu'on a bien ciblé le cahier des charges en termes de stabilité thermique, en termes de propriété,
en termes de devenir et toxicité du matériau. On va pouvoir lui proposer différents échantillons en prenant pour support ce qui est déjà décrit dans les littératures et également ce que l'on sait faire en laboratoire. D'où la nécessité d'avoir une parfaite synergie entre la recherche fondamentale qu'on fait au sein du groupe et la recherche appliquée. Les deux vont de pair, on ne peut pas les dissocier.